Merci Marouane pour cette introduction. Bonjour mesdames, messieurs. Merci pour l'invitation aussi à toute l'équipe de la STGO de me permettre de faire cette présentation. On va essayer de faire une présentation un peu interactive. Donc le sujet, comme l'a présenté Marouane, c'est l'IA dans le secteur de la fertilité. Et plus spécifiquement, on va parler de l'IA générative, qui est assez nouvelle, qui est disponible sur le marché depuis à peu près 2 ans. Donc c'est un peu différent de l'IA à laquelle on est habitué, comme ce qui a été très bien présenté ce matin au niveau des mammographies et qui est basé principalement sur l'analyse d'images et de vidéos. Là, c'est de l'IA générative et de l'IA conversationnelle qui est basée plutôt sur l'analyse de texte. Et donc, sans plus tarder, je vous invite toutes et tous de prendre vos téléphones, vos smartphones, de vous connecter sur ce lien-là. On va tout au long de cette présentation faire des quiz, des questions-réponses sur des sujets bien spécifiques reliés à l'IA. Et bon, j'espère qu'on va passer un bon moment maintenant, un petit voyage dans le domaine de l'intelligence artificielle. J'ai gardé le lien à côté si jamais. Donc, est-ce que vous avez une idée, c'est quoi ces deux machines? Exactement. Donc, Enigma, c'était la machine de cryptage, de communication des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça permettait de crypter toutes les communications qui devaient permettre le positionnement des soldats. Et à gauche, c'est l'Enigma, la machine d'Alan Turing, qui a été développée par les Anglais, qui a permis de déchiffrer tous ces codes-là. Et cette machine-là, elle est considérée comme étant la première machine d'intelligence artificielle. Et donc là, la définition qu'on garde ici, c'est l'IA, c'est un peu d'essayer de simuler avec un ordinateur ce qui pourrait égaler ou dépasser l'intelligence humaine. Quand on parle d'intelligence ici, c'est la capacité d'apprendre, de déduire ou de raisonner. Et c'est ce film-là aussi qui a eu un Oscar. C'est de cette machine-là qu'on parlait dans ce film. On va faire un petit saut dans le temps maintenant. On est en octobre 2015. On est avec une IA qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus sophistiquée. Là, c'est le jeu Go, qui est très populaire en Asie. Et donc, il faut comprendre que ce jeu-là, avec une grille de 19 x 19 cases, on a plus de 2 suivis de 170 zéros possibilités de jeux différents. Et donc ça, c'est beaucoup plus large que le nombre d'atomes qu'il y a dans tout l'univers. Et AlphaGo, grâce à des programmes d'intelligence artificielle, de machine learning et de deep learning, elle a permis de gagner le champion du monde dans ce jeu-là. Et donc on a deux choses ici. Le machine learning, comme son nom l'indique, est une machine capable d'apprendre. On n'a pas besoin de la programmer, on lui donne un volume important d'informations, elle observe, ce qui lui permet de faire des prédictions assez précises. Et les algorithmes de machine learning sont très forts dans la détection et la découverte de modèles. Plus tu lui donnes des données, plus il sera confiant dans les prédictions qu'il va sortir. Là, on part sur un niveau un peu plus complexe, c'est le deep learning ou l'apprentissage profond, où on utilise des concepts qui s'appellent des réseaux neuronaux. Et donc ici, on simule et imite carrément comment le cerveau humain fonctionne. Et donc, ça opère comme le cerveau humain, et c'est aussi imprévisible que le cerveau humain. Et donc, AlphaGo, il a été basé sur ces deux grandes technologies. Et depuis 2015, on retrouve un boom sur les technologies d'IA qui sont utilisées, basées sur le machine learning et le deep learning. Et l'IA, aujourd'hui, elle est quasiment partout. Quelques exemples, la boîte spam de nos mails, elle est gérée par l'IA. Les recommandations qu'on a sur Netflix ou sur toutes les plateformes de streaming de vidéos ou comme Spotify, c'est pareil, de l'IA qui est derrière. Aussi, les programmes de reconnaissance faciale, c'est de l'IA. Et des programmes qui sont beaucoup plus proches de votre pratique quotidienne, les échographes qui sont présents dans tous vos cabinets, ils sont bourrés de logiciels d'intelligence artificielle. Et donc, aujourd'hui, on voit, ça, c'est les AI Medical Device FDA Approvals.
Donc ça, c'est toutes les certifications qui ont été données pour des logiciels qui utilisent l'IA ou des équipements qui utilisent l'IA au niveau de la FDA aux États-Unis. Et donc, on voit qu'il y a un boom sur la dernière période. On a eu 1000 depuis la création de ce référentiel. Et rien qu'en 2023, il y a eu plus de 200 certifications. Et en 2024, ça va dépasser ce chiffre-là. Donc, les domaines d'application, c'est principalement la radiologie, mais on a un spectre d'applications qui touche presque toutes les spécialités médicales. En tête, on a General Electric, Siemens, Philips, etc., et Samsung aussi. Et donc là, je vais vous demander de reprendre vos téléphones et de répondre à cette première question. Donc, combien de temps ChatGPT a mis pour atteindre le premier million d'utilisateurs? Est-ce que c'est 1 heure, c'est 5 jours, c'est 2 mois et demi ou c'est 5 mois? Justement, la réponse c'est 5 jours. En 5 jours, ils ont pu atteindre le premier million d'utilisateurs. Et ça a été dépassé par une autre solution qui s'appelle Threads, qui est un sous-produit d'Instagram. Mais à comparer avec les autres solutions comme Facebook, ça a pris 10 mois. Twitter, ça a pris 2 ans. Donc, prochaine question. Donc là, pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs, je ne sais pas pourquoi il n'affiche pas les résultats, mais je vois qu'il y a eu déjà des votes qui ont été faits ici. Et donc pour les 100 millions d'utilisateurs, c'est plutôt dans les 2 mois. D'accord ? Et encore une fois, c'est la première boîte qui fait ça. Maintenant, ChatGPT, ils ont plus de 200 millions d'utilisateurs hebdomadaires actifs sur la plateforme. Mais c'est quoi ChatGPT? ChatGPT, donc c'est un modèle qui utilise le deep learning, le machine learning, et c'est un modèle fondamental de ce qu'on appelle les large language models ou les grands modèles de langage. Et donc là, on va l'inculquer avec un volume d'informations extrêmement large qui va égaler limite de la taille de l'information qui est présente sur Internet et qui va permettre à ce modèle de discuter avec nous, de répondre à des questions, de faire de l'analyse sentimentale, de générer des images, de générer du texte, de générer des vidéos, de générer du son, etc., etc. Et donc là, on est vraiment, depuis novembre 2022, c'est la première fois où limite on permet à l'IA de discuter en langage humain avec les humains et vice-versa. Les humains peuvent discuter avec le même langage courant de tous les jours, avec les intelligences artificielles qui étaient jusque-là présentes que dans les machines qu'on utilise dans notre quotidien. Et donc depuis cette date-là, il y a eu une explosion des nombres de modèles, parce que ChatGPT, il n'est pas seul. Il y a d'autres modèles de Google, de Meta, il y a Mistral, il y a Claude, il y a le modèle de X, etc. Mais comment s'en sortent ces modèles-là dans notre secteur, qui est le secteur médical? Et donc là, il y a un grand test d'évaluation qui a été fait par PubMed QA, et c'est genre le test de fin de spécialité ou de médecine générale qui est passé par les différents larges LLM comme ChatGPT. Et donc là, on est sur des questions fermées à lesquelles on répond par oui ou non ou peut-être. Et on est sur un dataset de plus de 200 000 questions à peu près. Donc ChatGPT, il est à peu près le premier. Donc un des KPI qu'on utilise ici, c'est la précision, le accuracy. Et donc, là, à peu près, le top 10, là, ils répondent mieux que les humains au niveau de ces examens-là. Mais on reste quand même sur des questions fermées avec des réponses oui, non, peut-être. Et donc, il y a eu une revue systématique qui a été faite par cette équipe de Stanford sur toutes les publications qui ont été faites entre janvier 2022 et 2024 sur les applications des LLM dans le secteur de la santé. Et donc ici, on retrouve les domaines d'application. Donc les LLM sont utilisés pour améliorer le savoir médical, pour de l'aide au diagnostic, pour l'éducation des patients, des recommandations médicales et la communication avec les patients, ça c'est le top. Et le KPI qui est utilisé pour l'évaluation, c'est encore une fois la précision.
Et donc, d'un point de vue technique, qu'est-ce que ces LLM font techniquement? Eh ben, c'est de la réponse à des questions, c'est de la classification de texte, c'est de l'extraction de l'information et aussi des résumés d'informations. Et donc, maintenant, bon, c'est une troisième question que je vais vous demander. Est-ce que vous avez déjà utilisé ChatGPT ou un équivalent pour chercher une information médicale? Et alors, ce qui nous ramène à la technique qu'on a développée au niveau de Tanit Healthcare Technologies. Donc là, on va un peu plus dans la finesse du travail avec les LLM et on va les orienter dans des domaines de niche et avec un savoir et un dataset qui est vraiment spécifique à ce domaine-là. Et ce qu'on appelle techniquement du Knowledge Graph Retrieval Augmented Generation. Et là, donc, l'humain voit que ça, c'est une pomme. On va prendre ce modèle de pomme et on va le vectoriser. On va le représenter dans un vecteur spatial. C'est une des techniques d'intelligence artificielle. Mais on va aussi le représenter sous forme de graphe. On va l'augmenter avec des informations pertinentes autour de la pomme qui est originaire d'un arbre, qui est aussi un fruit, qui a une taille qui va de telle taille à telle taille, etc., etc. Et donc, en analogie avec le domaine médical, la fertilité, on va prendre des documents spécifiques comme des guidelines, comme des publications, comme des livres spécifiques au domaine de la médecine de la reproduction et de la fertilité, à partir desquels on va extraire des entités, c'est des concepts, c'est des mots, auxquels on va relier des ontologies ou ce qu'on appelle des dictionnaires médicaux consensuels, comme ce qui a été fait par la National Library of Medicine aux États-Unis. Il y a ce qu'on appelle le UMLS, le Universal Medical Language System. Et donc ça, c'est un langage consensuel, médicalement valide, qui va nous permettre d'extraire des informations précises d'un point de vue médical. Et des ontologies, on a plusieurs, comme le MESH, le ICD-10, le SNOMED, etc., etc. Et donc là, finalement, on va créer ce modèle-là. Et au final, on va pouvoir interagir avec un humain comme si on interagissait avec un ChatGPT ou autre LLM. Et donc il y a cette publication qui a été faite, ça fait 3 semaines à peu près, et qui valide vraiment ce modèle qu'on a créé. Et le nom qui est donné, c'est le MedGraphRag. Donc on a la première phase qui est ce qu'on appelle le doc chunking. Et donc là, on va prendre un document, on va le modeler dans un graphe, on va le découper dans un graphe. Après, on va extraire des entités médicales avec leur nom, les types, le contexte, etc. Et après, ça nous donne 2 ou 3 couches différentes. Donc, on a la couche du savoir médical qui est reliée à une couche de vocabulaire médical type MESH, ICD-10. Après, on va créer les relations entre ces différents concepts. Et finalement, on va permettre à l'humain de pouvoir interagir avec ces modèles-là. Et ça a démontré des résultats assez intéressants en termes de précision en répondant à PubMed QA. Donc là, il y avait une autre question, je pense. Quel pourcentage de vos patients viennent avec une information
définition, ça c'est la définition du NCI Thesaurus, c'est injecting a single sperm into the center of an egg. Et donc là, on a la traduction presque mot à mot de cette définition-là, ce qui nous donne une très bonne qualité, une précision et ce qu'on appelle une explainability des réponses. On sait d'où est-ce que le modèle il a généré la réponse, et surtout que cette base de données à travers laquelle il a généré la réponse est une base de données fiable, médicalement valide à échelle internationale. Donc ça, c'est un des exemples. Là, si on regarde un autre exemple sur is injection of PRP into ovary good for POI, et donc là, on retrouve qu'il a repris pour les insuffisances ovariennes prématurées, justement. Et donc là, c'est intéressant, vu que notre modèle il est connecté directement aux API d'Elsevier et d'Oxford Press, donc on a systématiquement accès aux dernières guidelines et aux dernières recommandations qui sont à travers laquelle notre modèle apprend. Et donc là, il a repris les dernières recommandations de l'ESHRE, et donc officiellement, c'est que ce n'est pas is not recommended due to limited evidence supporting its efficacy and safety. D'où est-ce qu'il a sorti? Donc là, on a directement les sources, et donc si on clique sur ces documents, on va se retrouver directement dans les research papers ou les guidelines. Et là, si on regarde sur le graphe derrière, eh bien, on a la publication et l'étude qui a été faite à travers laquelle il a sorti cette donnée-là. Et si on va encore plus loin, on a le document du guideline de l'ESHRE à travers lequel on a retiré cette info. Donc si on compare maintenant avec ChatGPT, ça c'est le dernier modèle de ChatGPT pour répondre à cette question-là, eh ben, on est sur des réponses assez vagues. Il n'y a pas de prise de contexte médical précis, et des fois, ChatGPT explique des réponses avec des infos qui viennent de Doctissimo ou d'autres sources. L'avantage de notre modèle, c'est que les sources, c'est ESHRE, ASRM, publication, guideline reconnue mondialement. Une autre question ici, donc quel est le pourcentage? Donc voilà, maintenant on va bouger plus sur quelle est l'application de ce modèle-là aujourd'hui et peut-être dans le futur proche. Donc là, nous on voit qu'il y a une application très claire et nette qui est le support psychologique des couples qui sont en train d'avoir une procréation médicalement assistée. Et donc, ça serait intéressant de savoir quel est le pourcentage de vos patients en AMP qui ont besoin d'un soutien psychologique, et puis surtout combien de vos patients qui ont besoin d'un support psychologique en ont effectivement accès. Parce que, justement, à échelle mondiale, donc, il y a eu cette étude-là qui dit que 56% in clinical range for depression et 76% sont exposés à l'anxiété, et que 21% ont eu des propositions d'accès à un support psychologique, et que seulement 27% ont pu voir un mental health professional. Et donc, une des premières utilisations de cette solution, c'est de pouvoir discuter avec les patients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans un espace privé où le patient peut discuter sur tous les sujets qu'il veut, aussi intimes qu'ils soient, et on est sûr qu'ils vont avoir accès à des réponses fiables et précises. Et je vais finir avec cette slide. Là, c'est une recherche qui a été faite par l'équipe de Harvard, qui a été publiée dans Nature. Et là, c'est, disons, l'ontologie des ontologies médicales, ou le dictionnaire des dictionnaires médicaux, où on va retrouver toute la finesse des entités et de tous les concepts médicaux qui sont représentés dans un graphe, et ce qui va nous permettre d'accéder à la médecine de précision et la médecine personnalisée qu'on espère pouvoir appliquer dans le domaine de la fertilité. Merci beaucoup.